Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement. Comprendre les rapports de la conscience et de la nature. Le secteur afférent du système nerveux est un champ de force qui exprime concurremment l'état intra-organique et l'influence des agents externes, et ces forces tendent à s'équilibrer. L'essence de l'activité nerveuse est un processus décomposable en partie réel. Chez Pavlov, c'est l'inhibition qui est conçue comme un processus positif capable de compenser les effets. Nécessité de corriger à chaque instant une loi par une autre loi. La théorie des réflexes conditionnés est une construction inspirée par les postulats atomistes de l'analyse réelle. Pour chaque perception d'un objet dont la distance varie, sont données dans la conscience des images individuelles de dimensions différentes. Le montage du réflexe conditionné consiste en une connexion qui s'établit entre le centre cortical qui reçoit le stimulus conditionnel, celui qui commande les mouvements, et un centre subcortical d'où dépendent les sécrétions alimentaires. Les troubles du comportement sont une dissociation des réactions motrices et sécrétoires. Pavlov suppose une inhibition générale du cerveau, réaction liée à certains stimuli. Notion d'inhibition et d'induction réciproque. L'excitation est un phénomène physiologique. Une lésion, même localisée, peut déterminer des troubles de structure qui intéressent l'ensemble du comportement. Un trouble spécifique devra toujours être replacé dans le comportement d'ensemble. L'existence de troubles de structure suggère celle d'une fonction générale d'organisation du comportement. C'est donc la fonction remplie par un stimulus dans la constellation où il est inséré qui est déterminante. Perception de l'espace et perception des couleurs sont, chacune prise à part, des phénomènes de structure et deux aspects abstraits d'un fonctionnement global. Ce ne sont pas les stimuli qui font les réactions ou qui déterminent le contenu de la perception, mais les lois propres du fonctionnement nerveux. On ne peut connaître la physiologie vivante du système nerveux qu'en partant des données phénoménales. Chaque signe local dépend d'un processus global d'excitation. Pour le behaviorisme, la réaction acquise se rapporte à l'essence de la situation. À ce niveau, le comportement est lié à certains aspects abstraits des situations. Dans le comportement animal, les signes restent toujours des signaux et ne deviennent jamais des symboles. Le signe vrai représente le signifié, non pas une association empirique, mais en tant que son rapport aux autres signes est le même que le rapport de l'objet signifié par lui aux autres objets. De là vient qu'on peut déchiffrer les langues inconnues. C'est cette possibilité d'expression variée d'un même thème, cette multiplicité perspective, qui manque au comportement animal. C'est elle qui introduit une conduite cognitive et une conduite libre. Le monde m'est donné en spectacle privé. Le monde se brise en une multiplicité de représentations du monde. J'ai conscience de percevoir le monde. Et dans l'expérience des comportements, je dépasse effectivement l'alternative du pour-soi et de l'en-soi. L'animal, dans une mesure variable selon l'intégration de son comportement, est bien une autre existence. Spinoza n'aurait pas passé tant de temps à considérer une mouche qui se noie si ce comportement n'avait pas offert au regard autre chose qu'un fragment d'étendue. Et la théorie des animaux-machines est une résistance au phénomène du comportement, et ce phénomène reste à penser. Le stimuli intervient selon ce qu'il signifie et ce qu'il valent pour l'activité typique de l'espèce considérée. Les réactions ne sont pas une suite d'événements, elles portent en elles-mêmes une intelligibilité immanente. Situation et réaction se relient intérieurement par leur participation commune à une structure où s'exprime le mode d'activité propre de l'organisme. On ne peut les mettre bout à bout comme la cause et l'effet. Ce sont deux moments d'un processus circulaire.
la relation du monde intérieur au monde extérieur de l'animal et son univers sensoriel, son champ mental. Le comportement a ses racines et ses effets derniers dans l'entourage géographique, dans un univers de discours. La connaissance reste définie selon les schémas les plus simples comme une imitation des choses. La conscience reste une partie de l'être. Peu importe de quels matériaux les particules de l'univers sont faites, ce qui compte, c'est le type de totalité, la signification de la totalité. Avec la forme s'introduit un principe de discontinuité et sont données les conditions d'un développement par bond ou crise d'un événement, d'une histoire. On peut présumer que la notion de forme sera présentée en physique partout où l'on assigne aux événements naturels une direction historique. Euler montre que cela doit être étendu à toutes les lois physiques, exprimant une structure et non des sens qu'à l'intérieur de cette structure. La loi de la chute des corps n'est vraie et ne le restera que si la vitesse de rotation de la Terre ne va pas en croissant avec le temps. Dans l'hypothèse contraire, la force centrifuge pourrait compenser puis dépasser celle de la gravité. Il faut relier la science à une histoire de l'univers où le développement est discontinu. La notion de série causale ne peut passer pour un principe constitutif de l'univers physique, si l'on ne sépare pas la loi du processus de vérification qui lui donne valeur objective. L'expérience de physique n'est jamais la révélation d'une série causale isolée. On vérifie que l'effet constaté obéit bien à la loi présumée en tenant compte d'une série de conditions indépendantes de celles qui font l'objet propre de l'expérience, en somme d'un certain nombre de lois. Le rapport de structure et loi dans la science est un rapport d'enveloppement réciproque, enveloppement de la structure dans les lois. Structure et loi sont deux moments dialectiques et non pas deux puissances d'être. La forme n'est pas un élément du monde, mais une limite vers laquelle tend la connaissance physique et qu'elle définit elle-même. Les effets des lois se développent dans le temps et l'apparition à l'intersection de plusieurs lois, d'un synchronisme, d'un événement qui modifie brusquement le cours des choses. Distinction d'un avant et un après permettent de parler d'une pulsation de la durée universelle. Chaque progrès de l'égyptologie modifie l'histoire de l'Égypte. La forme ne peut être définie en termes de réalité, mais en termes de connaissance comme une chose du monde physique, mais comme un ensemble perçu que l'heure. La forme physique n'est pas le fondement réel de la structure du comportement, car elle n'est elle-même concevable que comme un objet de perception. La physique d'Aristote n'est la plupart du temps qu'une description du monde perçu. La loi est un instrument de connaissance et la structure d'un objet de conscience, un nom de sens que pour penser le monde perçu. Ce n'est pas parce que le comportement est plus simple qu'il est privilégié, c'est au contraire parce qu'il est privilégié que nous le trouvons plus simple. Il existe pour chaque individu une structure générale du comportement qui s'exprime par certaines constantes des conduites, des seuils sensibles et moteurs de l'affectivité, de la tempérance, de la respiration, du pouls et de la pression sanguine. Le comportement privilégié est celui qui permet l'action la plus aisée et la plus adaptée, comme la désignation spatiale les plus exactes ou la discrimination sensorielle les plus fines. La dialectique propre de l'organisme et du milieu peut être interrompue par des comportements catastrophiques et l'organisme réduit momentanément à la condition de système physique. Les tropismes, au sens de Loeb, représenteraient des réactions de laboratoire semblables à celles d'un homme dont la conduite est désorganisée par l'émotion et qui court vers la lumière ou vers l'obscurité. Le sens de l'organisme est son être, et l'organisme dont s'occupe l'analyse biologique est une unité idéale. L'idée de signification permet de conserver, sans l'hypothèse de force vitale, la catégorie de vie. Ce n'est pas la ressemblance de nos propres gestes et des gestes d'autrui qui peut donner à ceux-ci leur valeur expressive. L'enfant
comprend le sens joyeux du sourire longtemps avant d'avoir vu son propre sourire. Ce n'est pas établir une liste de corrélations mécaniques, mais relier l'ensemble des faits connus par leur signification, une attitude générale. La signification est à la cause finale ce qu'est à la cause productrice le rapport de fonction invariable. Brunswick, les lois de la physique présupposent la constatation d'un état de fait de notre univers et qu'un événement ne peut être déduit avec nécessité qu'à partir d'un autre événement donné, sans que la contingence de ce qui existe, repoussée chaque fois plus loin, soit jamais éliminée de l'ensemble. Les rapports entre l'individu physique ou organique et son entourage ne sont pas mécaniques mais dialectiques. Les stimuli physiques n'agissent sur l'organisme qu'en y suscitant une réponse globale qui variera qualitativement quand il varie quantitativement. Le milieu et l'aptitude sont deux pôles de comportement et participent à une même structure. C'est cette connexion intrinsèque qu'exprime Bergson quand il trouve dans l'instinct un rapport de sympathie avec son objet, ou colère quand il écrit que chaque partie d'une forme connaît dynamiquement les autres. Les comportements ont un sens et dépendent de la signification vitale des situations. L'objet de la biologie est impensable sans les unités de signification qu'une conscience y trouve et voit s'y déployer. L'esprit de la nature est un esprit caché. Il est seulement esprit pour l'esprit qui le connaît, il est esprit en lui-même, mais non pour soi-même. Le concept n'est que l'intérieur de la nature, dit Hegel. La conscience n'est que la projection dans le monde d'un nouveau milieu. Il est impossible de réduire le couple situation vitale-réaction instinctive au compte stimulus-réflexe. Nous choisissons le terme hegelien « travail » pour désigner l'ensemble des activités humaines où il transforme la nature physique et vivante. Relier la conscience à l'action, Bergson parle d'action vitale, celle où l'organisme se maintient dans l'existence. Dans l'acte du travail humain, dans la construction intelligente des instruments, il ne voit qu'une autre manière d'atteindre les fins de l'instinct. La fonction du réel de Janet est en dernière analyse la conscience de certains déplacements de nos membres. La philosophie recueille telle quelle la notion purement motrice de l'action. La conscience durée continue, foyer de jugement, activité pure qui est sans structure et sans nature. La perception est la fonction propre d'enraciner la conscience dans l'être. Cesser de définir la conscience par l'existence pour soi et introduire la notion d'une vie de la conscience. L'action vitale tente à nous adapter au solide inorganisé. La perception animale n'est sensible qu'à certains ensembles concrets de stimuli dont l'instinct prescrit lui-même la forme. Ce sont des idées abstraites que nous formons pour expliquer l'écart entre une perception de droit, toute conventionnelle, et notre perception de fait. Deux abstractions ensemble ne font pas une description concrète. Il y a des unités mélodiques, des ensembles significatifs vécus d'une manière indivise comme pôle d'action et noyau de connaissance. La perception est un moment de la dialectique vivante d'un sujet concret ayant pour objet primitif non pas le solide inorganisé mais les actions d'autres sujets humains. La perception vise les intentions humaines et le saisir comme des réalités éprouvées. La conscience de vérité appartient à une dialectique supérieure. La perception enfantine s'attache d'abord au visage et aux gestes, en particulier ceux de la mère. Cézanne, lui, comme d'autres peintres, nous ont appris à regarder les visages comme des pierres. La signification humaine est donnée avant les prétendus signes sensibles. Un visage est un centre d'expression, l'enveloppe transparente des attitudes et des désirs d'autrui, le lieu d'apparition, le point d'appui à peine matériel d'une multitude d'intentions. Quand les événements de la rue, l'attroupement, l'accident vu à travers les vitres d'une fenêtre qui en arrête la rumeur,
sont amenés à la condition de pur spectacle et investis d'une sorte d'éternité. Nous avons l'impression d'accéder à un autre monde, à une surréalité. Dans la nature, dit Goya, il y a aussi peu de couleurs que de lignes. La forme est une configuration visuelle, sonore ou même antérieure à la distinction des sens ou la valeur sensorielle de chaque élément et est déterminée par sa fonction dans l'ensemble et varie avec elle. L'aspect descriptif de la perception commençante exige une refonte de la notion de conscience. La conscience de l'enfant utilise des objets humains et commence à les utiliser à son tour, l'intention. Utiliser un objet humain, c'est reprendre à son compte le sens du travail qu'il a produit. Émergence d'une signification indécomposable, enveloppe sonore, motrice ou visuelle, d'une intention significative venue d'autrui. La parole, autrui sont des structures indécomposables des a priori. Ainsi, la conscience n'est plus une fonction universelle d'organisation de l'expérience. La possession d'une représentation ou l'exercice du jugement, l'existence pour soi, n'est pas coextensive à la vie de la conscience. Réseau d'intentions significatifs. Les mouvements sentis se relient entre eux par une intention pratique qui les anime. À l'analyse des buts de l'action et de ses moyens se substitue celle de son sens immanent et de sa structure intérieure. Les actions permettent une adaptation à la vie. Seuls les hommes voient qu'ils sont nus. Toute l'aliénation dans la conscience des existences individuelles se traduit par une modification de l'aspect concret des objets. Ce qui définit l'homme n'est pas la capacité de créer une seconde nature économique et sociale culturelle au-delà de la nature biologique. C'est plutôt celle de dépasser les structures créées pour en créer d'autres. Un singe cueille une branche pour atteindre un but. Pour l'homme, la branche d'arbre devenue bâton restera justement une branche d'arbre devenue bâton. Une même chose dans deux fonctions différentes, visible pour lui sous une pluralité d'aspects. Le sens du travail humain et la reconnaissance d'un monde de choses visibles pour chaque jeu sous une pluralité d'aspects. La capacité de s'orienter par rapport au possible. Selon Goldstein, l'attitude catégoriale. L'état de conscience est la conscience d'un état. La conscience est toujours la conscience de quelque chose, c'est-à-dire d'une fonction. La conscience est supposée partout comme lieu des idées et liée comme intégration de l'existence. Le corps devient l'un des objets qui se constituent devant la conscience. Il est intégré au monde objectif. Et toute nature n'étant pensable que comme le corrélatif d'une connaissance naturante. Il n'est plus question de traiter la connaissance comme un fait de nature. Le substratum somatique est le point de passage, le point d'appui d'une dialectique. Ce qu'il y a de profond dans la gestalt, ce n'est pas l'idée de signification, mais celle de structure, la jonction d'une idée et d'une existence indiscernable, l'arrangement contingent par lequel les matériaux se mettent devant nous à avoir un sens, l'intelligibilité à l'état naissant. Pour la vie comme pour l'esprit, il n'y a pas de passé absolument passé. Les moments que l'esprit paraît avoir derrière lui, il les porte aussi dans sa profondeur présente. L'esprit n'utilise pas le corps, mais se fait à travers lui tout en le transférant hors de l'espace physique. La signification est incarnée. La signification que je trouve dans un ensemble sensible y était déjà adhérente. Je sais bien que je ne verrai jamais directement mes yeux et que même dans un miroir je ne puis saisir leur mouvement et leur expression vivante. Toute théorie de la perception est face à une contradiction. La conscience est fonction du corps, événement intérieur, mais qui dépendent d'événements extérieurs qui ne sont pas connus par la conscience. Le psychisme se ramène à la structure du comportement. La conversion du regard transforme la vie de la conscience
en une pure dialectique du sujet et de l'objet, réseau de signification. La perception est l'acte qui nous fait connaître des existences. Et tout se ramène au problème de la perception. Le comportement d'autrui et le mien n'existent que dans leur sens. La vie intentionnelle qui les constitue n'est pas encore une représentation et la compréhension d'une intellection. Maurice Merleau-Ponty, la structure du comportement. Merci.